Monsieur le président, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe socialiste, écologiste et républicain a initié, à la demande de notre collègue Rachid Temal, une commission d'enquête sur les politiques publiques à mettre en place face aux opérations d'influence étrangères. Les travaux ont commencé au début de l'année et doivent s'achever en juillet prochain. En conséquence, nous déposons une motion de renvoi en commission pour suspendre l'examen de ce texte, le temps de laisser à cette commission d'enquête le soin de terminer ses travaux. Un tel report serait sans incidence sur le plan de l'agenda parlementaire, puisque ainsi en a décidé la commission des lois à l'initiative de madame la rapporteure. La présente proposition de loi n'entrera de toute façon pas en vigueur avant le 31 décembre 2025. Mais au-delà de cette considération technique, un tel report serait non seulement la manifestation du respect porté aux travaux engagés par le Sénat, mais surtout le gage d'un travail bien plus approfondi et donc bien plus efficace, au bénéfice d'un objectif largement partagé, qui est celui d'améliorer notre législation pour mieux protéger la France des risques d'ingérence étrangères telles qu'elles ont été décrites par mon prédécesseur à cette tribune. Oui, cet objectif, c'est le fil directeur de notre commission d'enquête. Depuis 4 mois, nous auditionnons des chercheurs, des experts, des directeurs généraux d'administration centrale et de services, des ministres, des journalistes, des ambassadeurs, des militaires. Mais nous nous déplaçons aussi pour bien mesurer l'ampleur de la tâche face à ce souci prégnant, cette menace flagrante qu'est l'ingérence. Le constat est le même, il est brutal. La France est devenue une cible privilégiée des ingérences étrangères, telles que les campagnes de dénigrement de la France en Afrique, les tentatives de manipulation du débat public en période électorale, la remise en cause de la légitimité de la France dans les Outre-mer, l'opération de désinformation sur l'action de la France en Ukraine, sur les positions relatives au conflit Israël-Hamas ou à l'Azerbaïdjan. L'Europe est-elle à la hauteur? Vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur. Longtemps, il faut le dire et ne pas avoir peur de l'exprimer, elle n'a pas été à la hauteur. Comme en témoigne et comme nous le soulignons avec mon collègue Pascal Alizard dans notre rapport d'information sur la France, peut-elle contribuer au réveil européen dans un 21e siècle chinois? Il y avait d'ailleurs dans ce rapport des pistes qui aujourd'hui, malheureusement, à l'aune de l'actualité, se révèlent totalement pertinentes. En tout cas, preuve en est l'ouverture il y a quelques semaines d'un nouveau front contre le protectionnisme chinois au niveau de l'UE. Mais ne nous y trompons pas. Répéter comme un mantra, sans cesse renouvelé, que la Chine est un concurrent et un rival systémique ne suffit pas à définir une politique européenne à la hauteur des enjeux et surtout, il ne faut pas que ça serve à occulter les autres rivaux que la Chine, puisque la Chine n'est pas la seule à avoir la France dans le viseur. Cette lucidité nouvelle est, espérons-le, la fin de notre aveuglement stratégique. Nous ne pouvons plus être naïfs. Nous devons faire preuve de détermination et de courage pour maintenir un cap, celui de la prévention et de la lutte efficace contre les ingérences étrangères. Et bien tels sont les enjeux de cette commission d'enquête. Premièrement, dresser un état des lieux actualisé de la situation. Ensuite, élaborer une cartographie des menaces actuelles et futures qui pèsent sur notre pays. Également, analyser la capacité de nos outils à y répondre en dressant un bilan des politiques publiques déjà mises en place. Enfin, réaliser un travail prospectif pour mieux anticiper les évolutions de ce phénomène.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette commission d'enquête a une mission extrêmement importante. Elle proposera des recommandations pour améliorer notre législation. La proposition de loi que nous examinons ce soir, nous l'avons dit, va dans le bon sens. Et partageant les travaux de notre collègue Sacha Houlié au sein de la délégation parlementaire au renseignement, je tiens à rendre hommage à son travail. Mais elle n'est qu'une pièce dans ce grand édifice que nous devons construire. Ce texte aurait dû être d'abord un projet de loi et non une proposition de loi, avec une étude d'impact que nous aurions pu utilement mettre à profit. Désormais, il nous appartient d'étoffer cet arsenal nécessaire et c'est pourquoi nous devons attendre les conclusions de notre commission d'enquête. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'étude de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, texte rédigé par Sacha Houlié, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il y a quelques années encore, le terme d'ingérence ne revêtait pas la même signification. On évoquait plus couramment le fameux devoir d'ingérence. J'ai consulté le dictionnaire de l'Académie française qui relève ironiquement que c'est abusivement qu'on use des termes droit d'ingérence, devoir d'ingérence. On ne peut parler correctement que du droit d'assistance ou du devoir d'assistance. Nos débats plus récents, où le terme d'ingérence renvoie clairement à une menace, disent beaucoup de l'évolution des relations internationales ces dernières années. La fin de l'histoire de Fukuyama n'est plus qu'un lointain souvenir, et les démocraties occidentales qui vivaient dans le confort illusoire d'un concert des nations où elles resteraient chefs d'orchestre, font aujourd'hui face à une cacophonie anxiogène. Soupçonnées, fantasmées, avérées, les ingérences sont aujourd'hui présentes dans l'esprit de tous. Des ingérences contre l'appareil d'État, à n'en pas douter, mais également des ingérences contre ceux qui ne sont encore que candidats aux responsabilités. Face à cette menace protéiforme, les réponses ne manquent pas, notamment grâce à l'initiative parlementaire. Le texte dont nous discutons aujourd'hui est d'ailleurs inspiré par les travaux de la délégation parlementaire au renseignement, où je sais pouvoir compter sur l'implication de notre collègue Gisèle Jourda, du président Perrin et de la rapporteure Agnès Canayer. Mais je tiens également à signaler la commission d'enquête sénatoriale, présidée par notre collègue Rachid Temal, et créée à l'initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain. Ces travaux, pour l'essentiel, convergent. Mais comme vous le détaillera notre collègue Gisèle Jourda, les membres de notre groupe considèrent que ce texte ne prend pas encore totalement la mesure de l'état de la menace. Aussi, nous pensons que le dispositif proposé, pour intéressant qu'il soit, conserve quelques trous dans la raquette. J'en veux pour preuve la manière dont un sujet, qui a fait l'actualité récemment, reste totalement exclu du dispositif proposé à l'article 1er. Ainsi, il nous semblerait également cohérent de s'assurer que les candidats aux européennes ne sont pas la cible d'opérations de déstabilisation. C'est l'objet d'un de nos amendements dont nous espérons qu'il recevra un accueil favorable, puisque les candidats aux élections nationales sont eux-mêmes concernés par le dispositif. Pourquoi nous arrêter en si bon chemin d'ailleurs ? Parmi les personnes cibles des activités d'influence sont déjà pris en compte les membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, mais pas le Conseil constitutionnel, au motif que son organisation et son fonctionnement relèvent de la seule Constitution et non de la loi ordinaire. Or, intégrer les membres du Conseil constitutionnel dans la liste des personnes cibles des activités d'influence ne crée aucune obligation pour ses membres et ne modifierait en rien l'organisation ou le fonctionnement de cette noble institution. Nous vous proposerons également d'aller encore plus loin en prenant en compte la protection du locataire de l'Élysée. Le texte actuel ne prend en compte que les anciens présidents de la République, au motif qu'un président en exercice ne relève que de la Constitution. Mais l'amendement que nous proposons ne crée pour lui aucune obligation et ne modifie en rien son statut, qui relève effectivement seulement de la Constitution. Ici aussi, cela ne créerait uniquement des obligations qu'à l'égard de ceux qui entreprennent des actions d'influence vis-à-vis de lui. J'évoquerai pour finir un amendement que nous jugeons emblématique. On a beaucoup glosé sur les contrats liant d'anciens premiers ministres étrangers à la Russie. Mais il semble que cette situation ne concerne pas que nos voisins. Nous vous proposons donc de renforcer le contrôle de la reconversion professionnelle des anciens membres du gouvernement. La commission des lois a déjà souhaité que le contrôle des risques d'ingérence étrangère s'exerce pour une durée de 5 ans après les cessations des fonctions et non 3 ans comme pour les autres contrôles. Nous avions proposé un dispositif similaire mais pour une durée de 10 ans. Les entreprises d'ingérence étrangère s'exercent sur le temps long, sans doute davantage que les activités de lobbying domestique. C'est pourquoi, tenant compte du premier pas opéré par la commission des lois, nous vous proposerons en séance un délai de contrôle de 8 années après l'exercice des fonctions. Chers collègues,
Madame Jourda complétera utilement mon propos, mais vous aurez d'ores et déjà compris l'état d'esprit constructif et ambitieux avec lequel nous abordons l'étude de ce texte. L'actualité ne nous prive pas d'exemples d'ingérences étrangères du plus trivial au plus tragique. Les enjeux sont multiples, comme les a très bien déclinés Jérôme Durain précédemment. Ils sont militaires, économiques, industriels, financiers. Notre premier impératif étant de les identifier. Identifier nos rivaux, identifier les menaces, identifier nos outils. Voici 4 piliers qui pourraient être la pierre angulaire de la lutte contre les ingérences étrangères. La tâche n'est pas mince. Un enjeu en cache souvent un autre. Nos alliés peuvent parfois être nos pires ennemis, nos ennemis systémiques, bien mieux outillés que nous, et la menace, souvent hybride. Dans le viseur des puissances étrangères, la France est une cible, mais elle est surtout une victime. Victime de son absence historique et continue de vision stratégique à long terme. J'en finis ici avec ce triste constat. La prise de conscience ayant lieu grâce à l'actualité quotidienne qui porte aussi bien sur la situation en France que sur nos intérêts à l'étranger. Dans le rapport commis avec Pascal Alizard en 2021, nous mettions en garde contre les moyens mis en œuvre par la Chine pour déployer sa puissance en Europe, et notamment sur ses moyens de soft power. Il semblerait que l'Europe en prenne enfin aujourd'hui conscience. Quant à nous, prenons-nous réellement conscience de la mesure de l'état de la menace ? C'est l'objet de l'article 2 de ce texte. Protéger notre souveraineté industrielle, garantir nos intérêts économiques sont des enjeux non négligeables. Ils semblent ici oubliés. C'est pourquoi nous souhaitons que la délégation parlementaire au renseignement puisse obtenir une vue d'ensemble des investissements relevant des stratégies étatiques étrangères d'investissement dans des secteurs essentiels de la garantie des intérêts de notre pays. J'en viens aux outils déclinés aux articles 1 et 3. Ces dispositifs sont-ils suffisants au vu de la gravité du sujet ? Les outils du renseignement, de la contre-influence, de la contre-ingérence existent en nombre tels que Viginum, CIS. Ils sont efficaces et je tiens ce soir à rendre hommage à leur travail. Disposent-ils des moyens suffisants ? Nous attendrons des engagements forts lors du vote du prochain budget. Ce texte évoque-t-il la nécessité de mettre en place une stratégie coordonnée et efficace ? Non. Pas même la nécessité de créer des dispositifs visant à sensibiliser la population française dès son jeune âge. Ce risque étant multiplié par l'utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Nous faisons des propositions en ce sens. Préserver, mieux protéger notre patrimoine scientifique, nos libertés académiques et l'intégrité de la recherche, voilà un autre enjeu. Pourtant, le texte initial ne les traite pas. Nous faisons des propositions en ce sens. Au regard de l'intensification de la menace et des responsabilités qui pèsent sur les élus locaux, qui ont la charge d'une grande partie de la commande publique, il est urgent de les sensibiliser aux risques d'ingérence. C'est ce que nous proposions, mais la réunion de sensibilisation représenterait visiblement une lourde charge financière pour l'État. Mes chers collègues, vous aurez compris mon propos. Ce texte n'est pas à la hauteur des défis que notre pays doit relever. Il est une marche importante, mais loin d'être suffisante. Il est un tressaillement quand nous avons besoin d'un sursaut. C'est pourquoi nous voterons pour son adoption, mais nous vous soumettons des propositions pour l'enrichir et pour élargir son spectre d'intervention.